Bonsoir à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver pour ce nouveau jeudi d'Unipop. Alors, on a rendez-vous ce soir avec la grande Sarah Bernard, dont l'année 2023 marquait le centenaire de la disparition. Donc, il y a eu cette année des expositions Sarah Bernard, divers événements en son honneur, et puis aussi donc la publication de l'ouvrage de notre invitée, qui s'intitule donc Sarah Bernard, scandaleuse et indomptable. C'est paru aux éditions Talendier dans la collection Libre à elle. Et donc, c'était l'invité idéal pour venir nous parler de la divine. Je suis ravie d'accueillir Hélène Thierchamp. Donc Hélène Thierchamp est auteure d'ouvrages notamment sur l'histoire du cinéma, du théâtre. Elle a notamment publié une grande histoire de la comédie française en 2011 aux éditions Télémac. Et donc elle signe cette année cette biographie Sarah Bernard. Hélène est très sollicitée en cette année de commémoration, comme vous pouvez l'imaginer, donc je la remercie infiniment. Voilà, et donc je vous laisse en compagnie d'Hélène Thierchamp et de l'indomptable Sarah Bernard. Bonne soirée. Oui, bonsoir. Je suis ravie d'être ici parce que j'ai aussi vécu une vingtaine d'années à Bordeaux. J'ai travaillé au journal Sud-Ouest dimanche et j'avais fait d'ailleurs un livre sur le cinéma en Aquitaine. Et Sarah Bernard a eu une grande importance en Aquitaine et il y a même à Pessac, à côté du cinéma Jean Eustache, une rue Sarah Bernard que j'ai découverte, que je ne connaissais pas. Sarah Bernard est née en 1844, mais c'est un personnage qui a vécu, je dis un personnage parce qu'elle s'est construite, elle a vécu, elle est morte donc en 1923, et elle s'est, de la célèbre Réjeanne, son amie comédienne, disait « Elle est plus qu'une impératrice, c'est une espèce de divinité. Je crois qu'au point de vue de sa situation dans le monde, Victor Hugo est le seul qu'on puisse lui comparer. » Et un autre journaliste, le journaliste du Temps, qui était Le Monde de l'époque, la traitait de conquérante de la race de Napoléon. Et on peut se rendre compte de la fascination qu'elle continue d'exercer depuis sa naissance et depuis surtout depuis les 100 ans de le centenaire de sa mort, par l'iconographie. Je ne sais pas si vous le... Voilà. Ça, c'est le grand portrait qui a été fait quand elle avait 24 ou 25 ans, qui est le portrait iconique de Sarah Bernard, fait par Clérin au Petit Palais. Je vais vous faire défiler une série de visages de Sarah Bernard. Ça, c'est Gustave Doré, qui l'a initiée à la sculpture et qui accessoirement a été son amant. Alfred Stevens, qui a été son professeur de dessin et de peinture, parce que Sarah Bernard n'a pas été seulement une comédienne, elle a été aussi une grande artiste, nous verrons ça. Alphonse Mucha, qui a fait ce portrait 1898, et portrait peu connu, Warhol. Dans la série des Marilyn Monroe, il a fait une Sarah Bernard. Et aujourd'hui, une dizaine d'années, Sarah Bernard et Lucky Luke. C'est vraiment, j'aurais pu sortir 100 photos. Il y a des polars brésiliens, Sarah Bernard continue à être mondialement connue. Et pourtant, quand elle est née, le moins qu'on puisse dire, c'est que les bonnes fées n'étaient pas présentes autour de son berceau. Sa mère était une Hollandaise de confession juive, mais complètement athée, qui est venue au Havre pour travailler comme modiste, soi-disant, parce qu'elle a vécu de ses charmes, et elle a donné naissance à une fille qu'elle a baptisée Sarah, née de père inconnu. On sait maintenant que ce père inconnu, c'était un jeune étudiant en droit qui allait tâter de la prison parce qu'il allait faire comme notaire des mauvaises affaires, et il aura plusieurs filles et filles naturelles et garçons naturels.
la mère de Sarah Bernhardt refuse cet enfant qu'elle n'a pas désiré. Elle envoie Sarah Bernhardt en nourrice en Bretagne, et Sarah Bernhardt va rester 4 ans à Quimperlé, et celle qui sera la voix d'or et l'image du théâtre français jusqu'à l'âge de 4 ans ne va parler que le breton. Ça, c'est vraiment quelque chose de... Elle va commencer à apprendre le français quand sa mère va la reprendre à 4 ans. Elle va se mettre, et sa mère va la reprendre, et à ce moment-là, elle va commencer à apprendre le français. Elle ne commencera à écrire qu'à l'âge de 7 ans, et elle ne sera baptisée qu'à l'âge de 10 ans, 11 ans. Donc vous voyez, Sarah Bernhardt, c'est une vie, une enfance triste, solitaire, et ces traumatismes psychologiques vont influencer toute sa vie. Elle va sans arrêt avoir envie de surmonter cet écueil qu'elle a eu. Sa mère ne l'aime pas, elle est de mauvaise santé, on la donne comme elle est tuberculeuse, les médecins pensent qu'elle ne va jamais vivre, et à l'âge de 18 ans, elle va demander à sa mère de lui offrir un cercueil dans lequel elle va se mettre à apprendre ses rôles. Mais en même temps, elle va se faire photographier par Mélandry, qui est un des grands photographes. Il y a Mélandry, Napoléon Saroni et Nadar. Elle se fait photographier et elle vendra cette image à des centaines de milliers d'exemplaires. C'est l'image de Sarah Bernhardt dans son cercueil. Physique atypique, donc elle est tuberculeuse, et ce n'est qu'à 25 ans qu'on va la donner comme guérie. Jusqu'à 25 ans, elle va continuer à cracher le sang. Elle est très maigre, ce qui fera le bonheur des caricaturistes, allemands, français, américains, et elle est grande pour son âge, et elle va jouer. À partir du moment où elle va commencer à être au théâtre, elle va jouer de sa silhouette en S. Et ça, c'est une caricature qui est au musée Carnavalet. Physique atypique. Sarah Bernhardt n'était pas du tout faite pour le théâtre. Elle aurait voulu être religieuse contre sa mère, qui est une juive qui va vivre de ses charmes. Elle voudrait être religieuse, mais un des clients de sa mère, le duc de Morny, le demi-frère de Napoléon III, va dire que cette jeune fille qui a un physique très intéressant, pourquoi serait-elle religieuse? Elle doit faire du théâtre. Sarah Bernhardt entre au conservatoire quand elle a 18 ans. Elle n'est pas très douée. Elle ne sait pas jouer au début. Elle va rentrer avec une fable de La Fontaine, ce qui est absolument étonnant, qui n'a pas l'habitude de pouvoir... normalement, elle n'aurait pas dû faire une carrière à la Comédie Française. Mais pendant 2 ans de conservatoire, elle va apprendre à parler, elle va apprendre avec des boules, elle le raconte. Plus tard, à la fin de sa vie, elle sera professeure en conservatoire et elle va raconter ce qu'elle a appris et comment on doit cultiver sa propre personnalité. À 18 ans, au bout de 2 ans de conservatoire, elle sort avec un 2e prix de tragédie et elle entre à la Comédie Française. Elle entre à la Comédie Française pour jouer les débuts d'une jeune comédienne. On doit jouer à l'époque 3 pièces. Une tragédie, une comédie et un drame bourgeois. La tragédie, elle joue Iphigénie. C'est une catastrophe parce qu'elle est très maigre. Et le premier soir où elle se produit, un étudiant qui est au poulailler dit
fais gaffe, Achille, son partenaire, tu vas t'empaler sur ses cure-dents quand elle tend ses mains. Donc, c'est une catastrophe. Elle joue une pièce, elle joue les femmes savantes, catastrophe de nouveau. Elle joue un drame bourgeois, catastrophe, elle n'arrive pas à parler. Et au bout de 2 mois, elle quitte la Comédie Française sur un scandale et elle va se retrouver dans la rue parce qu'elle n'a plus rien. Qu'est-ce que fait Sarah Bernhardt? C'est la face noire de la divine, celle qu'on appellera la divine. Elle vit de ses charmes pendant 1 année ou 18 mois. Et dans les livrets de la préfecture de police, il y a des fiches sur toutes les comédiennes et il y a en particulier des fiches sur Sarah Bernhardt, des photos. Elle faisait des passes, si je peux dire. Et qu'est-ce qu'elle a? À 18 ans, 19 ans, 20 ans, elle joue de ses charmes et elle aura parmi ses amants de passage un certain Khalil Bey qui est l'ambassadeur d'Égypte, qui est assez connu parce que c'est lui qui a commandé à Courbet L'origine du monde. C'est ce tableau où on voit un sexe de femme. C'est pas le sexe de Sarah Bernhardt, c'est le sexe d'une autre comédienne. Mais Sarah Bernhardt a vécu de ses charmes. Et à l'âge de 20 ans, elle se retrouve enceinte d'un aristocrate belge qui ne veut pas reconnaître l'enfant. Donc, de nouveau, elle était fille naturelle et elle aura un fils naturel qui s'appellera Maurice Bernard. Pour ce fils, Sarah Bernhardt va brusquement prendre le sens des responsabilités. Elle va aller à l'Odéon, elle va mettre tous les atouts dans son jeu et elle va de nouveau se lancer sur la scène et se lancer sur la scène avec des gens modernes, avec George Sand. Elle va jouer une pièce de Flaubert, peu connue, Mademoiselle Haïssé. Elle va jouer François Le Champy. Elle va jouer Alexandre Dumas. Et brusquement, son premier succès sera en 1869 avec Le Passant, où elle joue le rôle d'un trouvère en travesti, où elle a un physique androgyne, elle est très mince, comme je vous l'ai dit, et elle devient la coqueluche des étudiants du quartier latin. Voilà, là, de nouveau dans son rôle, à tel point que des verriers se mettent à faire des vitrages avec Sarah Bernhardt dans ce rôle. Arrive la guerre de 1870, Sarah Bernhardt va montrer un courage étonnant. Elle va demander au directeur d'ouvrir dans son théâtre de l'Odéon une ambulance où elle va passer son brevet de secouriste, accueillir un certain nombre de soldats blessés, parmi lesquels un jeune polytechnicien qui est blessé à l'épaule et qui lui demande un autographe. Elle dit à qui je dois le signer. Ferdinand Foch. Elle le retrouvera à la fin. Et elle va aussi, à ce moment-là, à Paris, en 1870, elle va devenir l'amie de Louise Michel et de beaucoup de communards qu'elle aidera toute sa vie, parce que si elle est contre la guerre et si elle est contre le fait contre tout, elle est pacifiste, mais elle est déjà féministe. Elle veut que ces femmes qui ont souffert, qui n'ont pas de pain, puissent avoir une vie décente. Après la guerre, elle reprend à l'Odéon, succès, Ruy Blas, de Victor Hugo qui est rentré d'exil. Victor Hugo dit qu'elle est dans ce rôle, elle est plus que jolie et elle aura une liaison avec Victor Hugo qui va lui écrire des poèmes à ce moment-là. Mais
la Comédie Française, à ce moment-là, la rappelle, ce qui est absolument inouï. Jamais personne n'a été rappelé 2 fois à la Comédie Française. Quand on démissionne, on est à la porte pour sa vie. La Comédie Française lui fait les yeux doux et elle va jouer Phèdre, dans lequel elle va se tailler un succès magnifique. Tout le monde, pendant 20 ans, ça sera son rôle fétiche. Tout le monde va voir Sarah Bernhardt au fil des années et tout le monde va en parler. Flaubert en parle. Elle va inspirer le personnage de la Berma dans la recherche du temps perdu de Proust. Oscar Wilde vient d'Angleterre pour la voir. Louis Jouvet la verra aussi à la fin de sa vie. C'est son rôle. Ça, elle ira le jouer en Amérique. La voilà encore dans Phèdre. Et c'est sous les traits de Phèdre qu'elle sera statufiée à Paris, dans le 17e arrondissement, sur la place Malesherbes, qui est place du Général Catroux aujourd'hui, à côté de l'endroit où elle avait son hôtel particulier. À ce moment-là, Sarah Bernhardt elle est connue du monde entier. C'est en 1874 donc qu'elle joue la première fois Phèdre et elle devient sociétaire de la Comédie Française, simplement sur une pièce. Elle a 19 rappels à ce moment-là, et c'est à ce moment-là qu'elle va se croire complètement guérie de sa tuberculose. Jusqu'à présent, elle avait craché le sang chaque fois qu'elle jouait. Brusquement, le succès aidant, Sarah Bernhardt se croit immortelle. Je vous dis que sa tuberculose va se reporter sur les os, on en reparlera. À ce moment-là, Phèdre, l'Amérique lui fait des yeux doux, un impresario vient la chercher et elle va quitter de nouveau la Comédie Française en 1880 pour voler de ses propres ailes. C'est la première femme qui crée une troupe de théâtre dont elle fera les décors, elle fera son répertoire et elle va entreprendre une tournée d'1 an et demi en Amérique où elle aura non seulement une fortune, mais les Américains lui offrent un wagon Pullman pour elle, sa troupe, et elle va parcourir les États-Unis et le Canada pendant 18 mois. Elle va écrire cette histoire dans Ma double vie, illustrée avec tout ce qui est les aventures qu'elle a pu vivre au cours de son voyage aux États-Unis. Et je vous encourage, si vous pouvez le trouver, c'était sorti chez Phébus, je crois qu'il y a eu un livre de poche, c'est absolument ravissant. Elle écrit très très bien, elle a beaucoup d'humour, mais en même temps, on découvre le personnage qu'elle va devenir, la femme engagée. Elle est à un moment... en Louisiane, il y a des inondations. Qu'est-ce qu'elle voit? Qu'est-ce qui flotte sur les eaux? Les cadavres des Noirs. Elle va prendre fait et cause pour la cause noire. Elle va au Canada, elle demande à voir les réserves Sioux et elle dit, mais nous les Blancs, c'est un scandale ce que nous faisons. Ces gens qui étaient libres, maintenant, ils sont acculturés, ils sont ivrognes, ils vendent des petits objets, ils sont habillés comme vous et moi. Et avec sa troupe, bon, je vous fais quelques photos, elle a réuni donc sa troupe, elle les emmène aux chutes du Niagara. Voilà, ça c'est ça, Sarah Bernhardt sur son bateau. Et elle fera, au cours de sa carrière, 6 tournées, dont la DEP, 6 tournées en Amérique du Nord et du Sud, et une série, elle fera 3 fois le tour du monde en allant jusqu'à Madagascar, jusqu'en Égypte. C'est la première française et même la première comédienne européenne qui va faire ce tour du monde et aller jouer dans tous les pays. Elle va même
au cours d'une de ses tournées, elle a tellement l'habitude de venir en Amérique, les Américains, elle a tellement de succès qu'ils ne veulent plus lui louer le théâtre, donc elle va louer un chapiteau, un Barnum, de 6000 places, sur lequel elle va... la voilà en Amérique du Sud, en Argentine, caricature, bien sûr, et une autre caricature en Argentine. Et je vais vous raconter 2 ou 3 petites anecdotes au cours de qui montrent le caractère de cette femme enjouée. Les Américains, à New York, ils connaissent le français. L'élite, beaucoup sont d'origine allemande, hollandaise, anglaise. Ils connaissent un petit peu le français. Mais quand elle va jouer à Dallas, quand elle va jouer en Louisiane, les gens ne connaissent pas le français. Donc, elle va faire des traductions de ces textes et la brochure est vendue en même temps que les billets. Et un jour, on se trompe de pièce, on déprogramme Phèdre et on joue Froufrou, et les Américains n'y verront que du feu. Parce qu'elle a tellement de charisme qu'ils achètent la brochure, ils lisent 3 lignes, et puis après, ils regardent Sarah Bernhardt. Et une des comédiennes de sa troupe écrira un livre vraiment sanglant et tout sur cette aventure qui s'appelle Le voyage de Sarah Bardom aux États-Unis. Si vous le trouvez là aussi, c'est absolument... vous avez toute une série, vous avez Texas, quand je vous l'ai montré sous sa tente, un jour arrivent des cow-boys. Et ces cow-boys, ils veulent absolument voir Sarah Bernhardt. On leur dit, mais le spectacle est commencé. Ils disent, non, on a fait 200 km à cheval, on veut absolument voir Sarah Bernhardt. Bon, vous serez debout. On sera debout, c'est pas grave. Et il y en a un qui dit, et au fait, cette damnée Sarah Bernhardt, elle chante, elle danse, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, c'était sur le nom que tout le monde va voir Sarah Bernhardt. La caricature... À l'époque, il y a les télégraphes, la caricature s'en empare et on parle, vous voyez, les aventures de Sarah Bernhardt sur les eaux et sur les mers. Jusqu'à la fin de sa vie, elle va alterner des tournées fructueuses, hein, elle accumule des millions chaque fois et elle revient en France. Qu'est-ce qu'elle fait en France? Je vous dis, elle n'a plus de théâtre, alors elle va en louer un. Elle va louer l'Ambigu, elle va louer le théâtre de la Renaissance ensuite, et elle va louer en 1899 un théâtre Place du Châtelet, le théâtre des Nations, qui est devenu le théâtre Sarah Bernhardt, qui, à partir de la Seconde Guerre mondiale, les nazis l'ont débaptisé et c'est devenu le théâtre de la ville. Il est en restauration, il doit rouvrir d'ici 2 ou 3 semaines et le ministère de la Culture a refait la loge qu'elle avait, qu'elle a fait décorer par René Lalique. Donc, elle joue en Amérique et en France, elle va faire tous les grands rôles. En 60 ans de bilan jusqu'à la fin de sa vie, elle va jouer 180 rôles avec Hernani, tous les styles, Théroigne de Méricourt, elle va jouer Sainte-Thérèse d'Avila, La Sorcière, passant du registre des saintes au registre des damnés, Jeanne d'Arc, qu'elle va jouer 2 fois, une fois à 49 ans et elle va le reprendre à 57 ans, elle joue le rôle d'un personnage de 18 ans. Chaque fois, elle se jette à genoux. Et bon, on reparlera de Soma. La Tosca, les mélos de Victorien Sardou, Théodora, ceux qui ont vu le documentaire, vous avez dû voir, c'était les grands rôles avec des costumes des costumes de Poiret et des bijoux de Lalique et de Fouquet, Théodora.
et elle va jouer plusieurs pièces en travesti, dont un Hamlet qui dure 5 heures à l'époque. La voilà dans Lorenzaccio, dans Médée, et elle va même se lancer dans des pantomimes. Elle joue le rôle de Pierrot. Elle reprend à 57 ans Jeanne d'Arc, la voilà dans Jeanne d'Arc. La première pièce d'Edmond Rostand, La princesse lointaine, et son énorme succès en 1900, ça sera L'Aiglon, où elle joue le rôle du fils de Napoléon qui a 17 ans. Elle est née en 1844, donc elle a 63. Elle aurait pu être la grand-mère du fils de Napoléon. La voilà dans Queen Elizabeth. Et ce qui est très très important, aujourd'hui, pour savoir comment elle a joué, comment elle jouait, on a les témoignages de ses contemporains. Sarah Bernhardt aura connu la gloire énorme, concrète, enivrante, affolante, la gloire des conquérants et des Césars. On lui a fait dans tous les pays du monde des réceptions qu'on ne fait point au roi. Elle a eu ce que n'auront jamais les princes de la pensée. Jules Lemaître, qui était de l'Académie française. Voilà ce que Sigmund Freud, venu spécialement de Vienne au début de sa carrière pour la voir, il l'a vue dans Théodora avec ce personnage. Cette Sarah, comme elle joue, le moindre centimètre de ce personnage vit et vous ensorcelle. Et puis il y a cette façon qu'elle a de flatter, d'implorer, d'étreindre. Incroyable ses attitudes, la manière dont elle se meut, dont chacun de ses membres et chacune de ses articulations joue avec elle. Étrange créature, il m'est facile d'imaginer qu'elle n'a nul besoin d'être autre à la ville qu'à la scène. Sigmund Freud lui demande une photo dédicacée qu'il fera agrandir, et dans son cabinet de Vienne, ses clients auront la surprise de découvrir une photo de Sarah Bernhardt sur les murs. D.H. Lawrence, celui qui a écrit L'amant de Lady Chatterley. Ses manières douces et charmeuses, ses petits murmures plaintifs et tristes, ses terribles feulements de panthère, et puis les horribles sons inarticulés, les petits sanglots qui vous déchirent, le désespoir et la mort, je pourrais l'aimer uniquement pour la simple passion violente de la chose. Et Pierre Louis, le poète, à 18 ans, voit la Tosca, et dans son journal intime, il écrit « Oh Sarah, 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 Sarah la grâce, Sarah la jeunesse, Sarah la beauté, Sarah la divine, je suis fou, je suis hors de moi, je ne sais plus ce que je fais, je ne pense plus à rien, j'ai vu Sarah Bernhardt hier soir, mon Dieu, quelle femme, Sarah. Oh mon Dieu, quand te reverrai-je, je pleure, je tremble, je deviens fou, Sarah, je t'aime. » Et on a essayé de savoir pourquoi ce charisme de Sarah Bernhardt. Bon, il n'y avait pas à l'époque de captation, comme on peut voir aujourd'hui, on peut filmer une pièce de théâtre, on peut se rendre compte des jeux. Donc on a les témoignages des contemporains. Et le dernier témoignage est celui de Jules Lemaître qui explique la fascination qu'elle avait sur ses contemporains. Le ciel a doué Madame Sarah Bernhardt de dons singuliers. Il l'a fait étrange, d'une sveltesse et d'une souplesse surprenante de bohémienne, de gypsy, je ne sais quoi qui fait songer à Salomé, à Salammbô, à la reine de Saba. Mais voici la plus grande originalité de cette artiste si complètement personnelle. Elle fait ce que nul n'avait osé faire avant elle. Elle joue avec tout son corps, cela est unique. C'est la femme qui joue, elle se livre vraiment tout entière, elle étreint, elle enlace, elle se pâme, elle se tord, elle se meurt, elle enveloppe l'amant d'un enroulement de couleuvres. C'est là, je pense, la plus étonnante nouveauté de sa manière. Elle met dans ses rôles non seulement toute son âme, tout son esprit, toute sa grâce physique, mais encore tout son sexe. Et ça, tout le monde va être
Flaubert, George Sand, tous les témoignages des contemporains, Proust, Reynaldo Hahn, le musicien, sont unanimes. Elle a l'impression, les spectateurs ont l'impression qu'elle se donne, qu'elle se livre à eux. Voici 3 photos de Sarah Bernhardt sur scène. Sarah Bernhardt étant... Ah, j'ai mon texte qui c'est... Voilà. C'est le dernier. Voilà. Voilà, Sarah Bernhardt dans toutes ses œuvres. Ça, c'était l'indomptable. Sarah Bernhardt, la scandaleuse. Pourquoi? D'abord, parce que personne avant elle n'avait joué comme ça, en se donnant, pratiquement déshabillée. Sarah Bernhardt raconte dans ses mémoires qu'elle n'a jamais, elle est très maigre, elle n'a jamais supporté de corset, donc on peut voir son corps à travers son vêtement. En plus, c'est un personnage, elle est mince, et c'est quelqu'un qui va toute sa vie jouer et entretenir son physique. Elle avait chez elle un bateau rameur, elle faisait des haltères tous les matins, et c'est la première qui a fait de la chirurgie esthétique en 1913, qui s'est fait faire un lifting à Chicago, qui a été repris par une Française, Suzanne Noël, celle qui va faire la restructuration des visages des poilus en 1913 et début 1914. Sarah Bernhardt est quelqu'un qui veut séduire toute sa vie. Elle a été mal aimée par sa mère, elle va toute sa vie vouloir séduire. Elle aura aussi, au cours de sa vie, je vous ai dit qu'elle avait eu un passage où elle faisait des passes à 1000 € la passe, alors que à la Comédie Française, elle avait 1600 francs annuels. Elle faisait 1000 francs, excusez-moi, 1000 francs d'après les articles de la préfecture de police. Et parmi ses amants, il y a Charles Haas. Charles Haas, c'est un dandy banquier qui est le modèle du Swann de Marcel Proust. Il y a Victor Hugo. Il y a Gustave Doré, on a vu qu'il a fait son portrait. Il y a aussi Gambetta, et Jean Richepin, voilà, Gambetta. La caricature s'en donne à cœur joie. Et il y a un poète, Jean Richepin, qui rentrera plus tard à la Comédie Française, qui est le poète qui a écrit Les Gueux, une chanson poème qui l'amène devant la justice, où il a une amende terrible et 1 mois de prison parce qu'il a écrit des choses très crues. Les gens s'en donnent. Voilà, Sarah Bernhardt, dans sa vie de luxe, de scandale, Sarah Bernhardt veut absolument occuper le devant de la scène. Et elle ne va pas hésiter à faire comme à l'américaine, à vendre aussi son image pour de la poudre de riz, pour de l'absinthe. Elle est là avec un de ses partenaires, Coquelin, mais elle va aussi faire pour le champagne Ruinart. Et là, voilà, ça c'est dans Les Femmes du jour, la caricature s'empare, elle est sur le devant de la scène, elle occupe, elle est là, sans arrêt. Sarah Bernhardt a eu un mari qu'elle a épousé à l'âge de 31 ans. Ce monsieur en avait 5 ou 6 de moins. C'était un diplomate d'origine grecque. On le retrouvera tout à l'heure. De ce diplomate qui s'appelait Aristides Damala, elle va vouloir faire un comédien, mais il va garder toute sa vie son accent grec, et ça sera vraiment une catastrophe. De plus, il se révèle morphinomane. Mais ce qui est très important, c'est qu'à l'époque, une femme qui épousait un étranger, jusqu'en 1927, elle perd sa nationalité. Donc, elle n'était plus française. Elle va être obligée d'être réintégrée
pour faire le film que vous verrez tout à l'heure, Mère française, elle sera obligée d'être réintégrée dans la nationalité française pour pouvoir aller tourner sur le front. C'est quand même une petite anecdote. Ce qui est aussi, pour moi, Sarah Bernhardt, elle ne se limite pas au théâtre. Sarah Bernhardt, on redécouvre ce que cette femme, elle aurait aimé aussi faire les beaux-arts. Mais les beaux-arts, nous sommes au XIXe siècle, les beaux-arts sont fermés aux filles jusqu'en 1897. Donc, elle va prendre des cours avec Gustave Doré, avec Stevens, et elle va aussi prendre des cours avec Mathurin-Meunier qui fait une statue d'elle dans Le Passant, et elle va se mettre à faire de la peinture et de la sculpture. C'est à l'époque, c'est pour ça que j'ai appelé le livre Scandaleuse, parce que à l'époque, une femme ne fait pas une femme peut faire des petits dessins, de la peinture décorative, des fleurs, des enfants, des pastels. Sarah Bernhardt, elle se lance dans le gigantesque. Elle fait des bustes. Elle fait le buste que je vous montrerai tout à l'heure. Elle fait aussi des dessins qui sont des dessins dans le style de Félicien Rops. Elle est très attirée par le surréalisme, ce qui donnera lieu, ça s'appelle La jeune fille et la mort. C'est un de ses dessins. Caricature, la mort et la jeune fille qui est Sarah Bernhardt, très maigre. Elle a découvert le Touquet, une des premières. Elle a fait un tableau sur le Touquet. Elle s'est fait aussi, c'est un autoportrait. Je vous ai montré tout à l'heure qu'elle avait joué une pantomime où elle jouait Pierrot. Elle s'est représentée, cette toile Sarah Bernhardt par elle-même, est à Toulouse au musée Bomberg. La voilà dans son atelier. Elle ne faisait rien à moitié. Elle s'était fait faire un costume de peintresse, comme elle dit, et de sculpturesse. Et dans cet atelier qu'elle avait loué, Place Clichy, qui plus tard accueillera Picasso, elle recevait à 17h, tout Paris venait voir ce qu'elle avait fait dans la journée, et on buvait un thé à l'odeur de glaise, et tout Paris défile et veut avoir le buste, qu'elle fasse son buste. Parmi eux, il y a le baron Rothschild qui vient lui demander de faire son buste. Il lui paye 10 000 francs, mais il n'est pas content de ce qu'elle a fait. Il dit « Pourquoi j'ai les sourcils froncés ? Gardez le chèque et gardez la toile. » Le buste, ce que fait Sarah Bernhardt, elle déchire le chèque, elle casse le buste en petits morceaux et elle lui envoie. La caricature s'empare de cette aventure. Et je vous ai dit qu'elle avait donc aussi, elle fait, ça c'est le portrait, le buste de ce Damala, l'homme qu'elle a épousé et qui va mourir d'une overdose 4 ou 5 ans après. Œuvre de Sarah Bernhardt, Ophélie, et elle va surtout faire une œuvre qui s'appelle Après la tempête, qui est un modèle comme la Pietà de Michel-Ange, grandeur nature, qui aura un prix, une médaille de 3e ordre au Salon des artistes, et qui est aujourd'hui au musée de Washington, au musée des femmes artistes de Washington. Ces œuvres, elles ne manquent pas chaque fois qu'elle fait une tournée de les vendre en même temps. La voilà là à Londres, où elle vend une copie en modèle réduit de cette Après la tempête devant un ministre. Et plus tard, elle évolue, son art évolue. Aux alentours de 1900, elle va découvrir l'art nouveau, un encrier chimère, autoportrait chimère, d'après le Bouffon de Victor Hugo, et à la fin de sa vie,
dans les années 1900-1920, elle va faire des algues. Elle a acheté une propriété à Belle-Île et elle va faire de la sculpture qui est vraiment dans le style Art Nouveau. Et ces sculptures sont maintenant au musée d'Orsay. Scandaleuse aussi, Sarah Bernhardt, par ses prises de position. Je vous ai dit, à l'époque, c'est très mal vu qu'une femme soit artiste. Un certain Paul Broca, professeur à l'école de médecine, avait fait une comparaison des cerveaux d'hommes et de femmes, et il avait dit les cerveaux des femmes sont moins lourds, et donc elles doivent se cantonner, et leur rôle, Gustave Moreau, le rôle d'une femme, c'est d'avoir des enfants et d'allaiter. Sarah Bernhardt, elle a eu un fils qui a été tout pour elle, mais toute sa vie, elle a voulu être libre, libre de faire ce qu'elle voulait. Et il n'y a que Zola qui, à ce moment-là, a défendu Sarah Bernhardt contre les critiques où on la taxait de scandaleuse parce qu'elle faisait des sculptures d'hommes. Zola dit « Faites une loi tout de suite pour empêcher le cumul des talents. » C'est une femme qui a à la fois un grand talent de comédienne, mais aussi un grand talent de sculptrice. C'est aussi une femme qui est d'un courage fantastique, qui va prendre position contre la peine de mort. Là, c'est un dessin que son filleul, Maurice Perronnet, qui était comédien, jeune comédien, mais qui aussi était aquarelliste, il la représente, regardant, à l'époque à Paris, à la prison de la Roquette, la guillotine fonctionnait à 5 heures du matin, et là c'était pour un anarchiste, un jeune anarchiste qui lui avait demandé plusieurs fois des places de théâtre parce qu'il n'était pas assez riche, mais il aimait le théâtre. Donc elle assiste. Elle a été terriblement attaquée dans sa vie parce que d'origine juive. Et vous voyez cette caricature terrible quand Drummond, au moment de l'affaire Dreyfus, elle prend parti pour le capitaine Dreyfus. Et là, c'est le journal de Drummond, journal contre la France enjuivée. Et on voit Sarah Bernhardt essayant de défoncer la porte. C'est une caricature d'extrême droite. Elle aura aussi un grand rôle social. À Belle-Île, par exemple, elle offre un canot de sauvetage aux marins et elle va aussi faire venir du pain depuis le continent. Quand il y a des tempêtes, elle finance une boulangerie coopérative. Et elle aura aussi, dans son théâtre de la Renaissance, elle va monter une pièce d'Octave Mirbeau, une pièce socialiste qui va l'entraîner une nouvelle fois à la ruine. Elle repartira en Amérique chercher des ors et elle reviendra pour jouer. Voilà le rôle de Sarah Bernhardt au théâtre. Mais Sarah Bernhardt ne se contente pas de peindre, de sculpter ou de jouer du théâtre. Dès sa tournée en Amérique, en 1880, curieuse de tout, elle a fait un crochet pour aller visiter Edison à Menlo Park et elle a voulu réciter 2 vers de Phèdre. C'est celle-là. Elle a voulu réciter 2 vers de Phèdre. C'était à l'époque sur un cylindre en cire, c'est perdu, mais elle va toute sa vie réciter sur des cylindres, plus faire des disques. Aujourd'hui, c'est absolument, ils sont inaudibles parce qu'on ne passe plus à la même vitesse, la qualité n'est pas bonne, mais ça a été une des premières à faire des petites scénettes sur des disques. Et surtout, à partir de 1900, c'est une femme qui va se lancer, accepter de jouer pour le cinéma. Le cinéma qui a été inventé 4 ans plus tôt par les frères Lumière, première projection. À l'exposition de 1900,
un des opérateurs, Clément Maurice des Frères Lumière, fait ce qu'il appelle, il invente le photo-ciné-théâtre. Il enregistre pendant 1 minute seulement, c'est les premiers films, c'est des bandes d'1 minute, il enregistre Sarah Bernard muet, la voix d'or du théâtre, il sera enregistré de façon muette, et elle va jouer en pantomime le duel d'Hamlet. Je vous ai dit de cette pièce qui dure 5 heures, il est hors de question de faire une pièce de 5 heures, mais à la fin il y a Hamlet qui est tué, et la voilà, mais elle sera sur cette affiche, c'est Sarah Bernard dans son rôle de la Tosca. C'est le premier film qu'elle a fait qui dure 1 minute et qui est d'ailleurs sur Internet, vous pouvez le voir, il a été aussi colorisé. Et elle va, à partir de cela, faire, en même temps que le cinéma devient le 7e art, le cinématographe devient le 7e art, elle va suivre les débuts du cinéma. Ces bandes vont faire 1 minute, 10 minutes, pour La Dame aux Camélias. Alors, on enregistre des scènes de ces pièces de théâtre. Et là, c'est La Dame aux Camélias. Elle va se trouver, après, elle joue la Tosca, elle se trouve tellement laide au cinéma, elle se trouve tellement grandiloquente et ridicule. Le cinéma est muet. Donc, elle compense en faisant les gestes. Elle décide de faire détruire cette bande, et à partir de ce moment-là, elle va apprendre à jouer différemment. La voilà dans Jeanne Dorée de Tristan Bernard, 1913, dans un film que Sacha Guitry vient faire en 1915, qui s'appelle « Ceux de chez nous ». Elle va jouer, je vous ai montré tout à l'heure, la reine Élisabeth. Elle va jouer ce film qui aura un grand succès en Amérique, qui va être acheté par un petit producteur qui s'appelle Zukor et qui fera tellement de bénéfices qu'il va pouvoir ouvrir la Paramount à cause de ce film. Sarah Bernard, donc ça c'est, je reviens sur Élisabeth parce que c'est très important, nous sommes en 1913, 1914, et là, elle souffre de plus en plus, je vous ai dit qu'elle avait développé une tuberculose osseuse, elle souffre de plus en plus de sa jambe, elle est obligée de se faire des infiltrations sans arrêt, elle va aller à Dax faire des cures de boue, on la plâtre, et elle développe une gangrène. Elle développe une gangrène au début de 1914, elle est plâtrée 6 mois, et au moment où éclate la guerre, elle part en taxi à Andernos et on sera obligé, elle souffre tellement, on retire le plâtre, on s'aperçoit que la gangrène a gagné la cuisse, gagne la colonne vertébrale et elle va se faire amputer, elle demande à être amputée de sa jambe droite à la clinique de Nucé à Bordeaux. Et elle va faire sa convalescence à Andernos, où elle va tout de suite vouloir jouer, rejouer, faire des poèmes pour l'œuvre des poilus, pour les gens blessés. Elle ne supporte pas de jambes en bois et elle se fait porter, l'impératrice du théâtre, elle se fait construire une chaise à porteur et elle se fait porter sur scène comme une impératrice de théâtre. Il y a certaines... malheureusement, je n'ai pas pu l'avoir, c'est une affiche à Andernos quand elle joue pour le 15 août qu'elle vient d'être amputée. Elle arrive avec sa volonté à se soulever en se tenant au moment des applaudissements. Et pendant toute la guerre, elle va jouer. Là, c'est une pièce qu'elle a écrite elle-même, où elle est, on ne dirait pas qu'elle est amputée, elle joue le rôle d'un soldat, un soldat blessé, qui meurt pour ne pas que le drapeau français tombe aux mains des ennemis. Elle se fait porter sur le front de Lorraine. Nous sommes en 1918,
1916. La voilà encore. Et elle va, à ce moment-là, avoir la chance de rencontrer Louis Mercanton, le réalisateur de Mère française, qui a déjà fait quelques films avec elle et qui lui propose de venir jouer un film qui sera tourné sur le front. Mère française, c'est 1916. Pour aller jouer sur le front, il faut d'abord, comme je vous ai dit, Sarah Bernhardt se fait réintégrer dans la nationalité française. Nous sommes en 1916, c'est la moitié de la guerre, personne ne sait encore qu'il y aura 2 ans, mais c'est la période où les Allemands lancent leur première offensive contre Verdun, où les Français et les Britanniques vont lancer l'offensive sur la Somme pour essayer de dégager Verdun. Et Sarah Bernhardt accepte donc de faire ce qu'on appelle un film de fiction-propagande, un film qui est destiné à montrer la valeur et la vaillance des poilus et qui est destiné au monde entier pour que les Américains qui sont encore neutres puissent venir aider les Franco-Britanniques. Bon, le président Wilson, qui est en pleine période électorale, sera réélu en novembre 1916. Il attend, il ne se lance pas dans l'opération militaire avant, il se lancera au début de 1917. Louis Mercanton a raconté comment il avait fait ce film. Il a demandé des autorisations de tournage, absolument. Il a fallu donc que chacun puisse prouver sa nationalité, mais aussi il a fallu que le front leur donne des autorisations spéciales. Il a le droit de tourner 20 minutes à Reims. Reims, les Allemands étaient à Compiègne. Reims est à 17 km de la ligne de front. Il aura le droit à 20 minutes et il aura le droit à une journée entière à Châlons. À Châlons, il raconte comment, chaque matin, il va emmener Sarah Bernhardt dans une voiture. Sarah Bernhardt qui n'a qu'une seule jambe et qui fait preuve d'un courage absolument magnifique. Voilà Sarah Bernhardt devant la cathédrale de Reims. Et ce film va avoir, Mère française, va avoir un succès absolument dans tout le monde entier. En France, il sort en janvier 1917. Il sortira, là voici une affiche en Hongrie, il sortira aussi en Amérique. Il sort en Amérique en mars 1917. Sarah Bernhardt fait le déplacement et elle tiendra à New York à chanter la Marseillaise le jour de la présentation du film. Elle aura, en 1960, son étoile à Hollywood, étoile de Sarah Bernhardt, film muet. Sarah Bernhardt, ce film que vous allez voir, Sarah Bernhardt était patriote. Je vous ai dit qu'elle était pacifiste. Mais dans ce film, elle va montrer... Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire? Aujourd'hui, c'est dur de voir ce film parce que notre mentalité a changé. Ce film, c'est un film chauvin, un film patriote, un film qui est à la gloire des armées françaises et à la gloire du devoir, de la patrie, comme on dit, patrie-devoir. Aujourd'hui, les mentalités ont un petit peu changé. Et c'est aussi un film à la gloire des femmes françaises qui viennent, à partir d'août 1914, le ministre René Viviani a dit « il faut que les mères françaises prennent la relève des combattants ». Ce film est à la gloire des femmes qui vont devenir, faire des munitions, travailler dans les champs, être infirmières, mais qui,
en 1918, vont être obligées de retourner dans leur foyer, et tandis qu'en Angleterre, elles auront le droit de vote, en Italie, en Amérique, en France, les femmes françaises attendront jusqu'en 1944 pour avoir le droit de vote. Sarah Bernhardt tournera encore un autre film après ça, La Voyante, un film sur un scénario de Sacha Guitry. 1923, elle commence le tournage où elle joue le rôle d'une voyante paralysée, ce qui explique qu'elle ne bouge pas. Au bout de 2 jours de tournage, elle a une crise d'urémie et elle va pratiquement mourir devant la caméra. On l'amène dans sa chambre et elle demande pardon, je vais me lever, dites que je vais pouvoir jouer. Et elle entre en agonie et elle va décéder 3 jours plus tard. Elle décède le 26 mars 1923. À ce moment-là, beaucoup de journalistes, en particulier André Billy, qui est du Figaro, proposent qu'on la panthéonise. Mais le gouvernement Poincaré, vu la vie scandaleuse qu'elle a menée, vie scandaleuse avec ses amants, avec ce mari morphinomane, avec ses dépenses outrancières, refuse les obsèques nationales. Et c'est Paris qui va payer les obsèques de Sarah Bernhardt et qui va lui faire des obsèques parisiennes. On compte, c'est comme les chiffres de la police, on compte entre 500 000 et 1 million de personnes de toutes les anonymes qui vont suivre son cercueil depuis le convoi, depuis le 17e arrondissement, l'hôtel Pereire où elle habite, jusqu'au Père-Lachaise. Paris est bloqué pendant une journée. Il y a des pauses devant les théâtres dans lesquels elle a joué, en particulier une grande pause hommage devant le théâtre de la ville, théâtre Sarah Bernhardt. Et ce convoi il y a 5 chars de fleurs blanches, seulement des fleurs blanches, la plupart étant des camélias, puisque c'était son rôle de la dame aux camélias, qui sont envoyés du monde entier par télégraphe, et tandis que les télégraphes pleuvent, tout le monde pleure Sarah Bernhardt. Et sur sa tombe, elle avait demandé, c'est elle qui a eu le temps, elle a mis en scène ses obsèques, elle avait dit, le cercueil doit être porté par 6 comédiens, plus si jamais il y avait une défection, comme au théâtre, un 7e. Elle avait demandé le cortège avec les orphelins des arts, qui sont avec les fillettes avec des palmes. Et elle avait demandé surtout qu'il n'y ait pas de discours sur sa tombe, qu'elle avait dessiné elle-même, cette tombe au Père-Lachaise. Et sur le haut du Père-Lachaise, c'est une tombe tout à fait originale, une tombe art déco, en arc de cercle. Mais une de ses élèves du conservatoire s'agenouille et s'écrie « Les dieux ne meurent pas ». C'est la seule raison funèbre que Sarah Bernhardt aura. Voilà, peut-être que vous avez quelques questions pour... Parce que résumer une vie de 60 ans de théâtre, 180 rôles, 10 films et tout, c'est un petit peu... Mais c'est peut-être que... Oui, alors c'était très riche, mais il nous reste encore... On a fini plus tôt, donc on a beaucoup de temps. Si vous avez des questions, on peut en passer quelques-unes à Hélène déjà. Oui, j'arrive. C'est qui ? Oui, bonsoir. Vous avez dit au début que ses débuts à la Comédie Française étaient catastrophiques. Oui. Comment est-elle passée de débuts catastrophiques à donc un talent apparemment inhabituel? D'abord parce qu'elle a fait des études au conservatoire et bon, elle n'était pas très, très douée. Et elle n'était pas douée surtout pour jouer des pièces classiques. Elle était douée pour jouer des mélos, pour des gestes grandiloquents, mourir en scène.
Elle n'a pas eu le succès, elle a attendu quand même 1869 et elle a appris, elle s'est mise à se faire, elle répétait ses rôles et elle raconte dans Ma double vie, ses mémoires, comment elle a petit à petit appris à décortiquer ses personnages, ce qu'elle n'avait pas fait à l'époque à la Comédie Française. Quand elle y rentre, il y a la tradition, tout le monde joue la même chose avec le même costume depuis Racine, depuis Molière. On joue la comédie de telle façon. Il n'y a pas de metteur en scène, il y a une tradition avec comme les gestes écrits, on reproduit. Sarah Bernard, c'est un électron libre. Un jour, comme disait Sacha Guitry, elle est géniale à volonté, mais elle peut être aussi très mauvaise. Il y a des soirs où elle est épouvantablement mauvaise, et elle le sait. Un jour, elle arrête. Un jour, elle est en Amérique, elle joue, et elle n'est pas dans son élément, elle arrête. Dans les pièces classiques comme Racine ou Molière, elle sera toujours mauvaise. Elle sera bonne dans ce qui est mélo, dans ce qui est romantique, les drames romantiques, les drames de Dumas, et elle va demander, elle répète à ce moment-là, elle répète avec les amis Coquelin, où on a vu Coquelin, oui. Pardon, et le rôle de Phèdre, c'est pas un rôle classique? Pardon? Le rôle de Phèdre, c'est pas un rôle classique? C'est un rôle classique, mais à ce moment-là, elle va le jouer la première fois, elle va le jouer tous les soirs différemment. Et tous les soirs pendant 20 ans. Et ce qui est intéressant sur Phèdre, elle répète Phèdre avec un professeur, elle prend un professeur particulier et elle va répéter, quand on lui demande Phèdre, elle répète pendant 1 mois et demi en improvisant ses gestes à elle. Et elle va faire une Phèdre différente. C'est pour ça qu'elle aura un succès magnifique, parce que les publics habitués de la Comédie Française n'ont jamais vu cette personne, que ses voiles me pèsent. Tous les soirs, elle va se révéler différente. Et bien, elle répète, chaque fois qu'elle joue un rôle, pendant 2 mois, elle répète, soit elle répète avec un professeur, soit elle répète carrément quand c'est Edmond Rostand. Quand elle joue l'Aiglon, c'est absolument magnifique. Quand elle joue l'Aiglon, à l'époque, c'est Edmond Rostand qui fait la mise en scène. Eh bien, il lui dit, il faut faire ça, il faut faire ça. Elle dit non, je le sens comme ça. Et elle va, en symbiose avec ses metteurs en scène, elle va créer un jeu qui n'appartiendra qu'à elle. Et ce qui est intéressant, quand Marcel Proust raconte, il parle dans La recherche du temps perdu, il parle de la Berma et de Phèdre qu'il a vu 3 ou 4 fois, et il dit, chaque fois, c'est pas le même personnage. Je ne crois pas que c'est la même comédienne. Elle se renouvelle sans arrêt au fur et à mesure qu'elle joue. Et chose aussi très importante pour le jeu de Sarah Bernard, quand elle joue Britannicus, elle a 18 ans, elle débute, elle n'a rien vécu. Elle sort de sa nourrice, elle sort après, elle aura vécu, elle aura un fils, elle aura eu des aventures de prostitution, elle aura eu aussi ses aventures en Amérique, elle aura été plusieurs fois riche et ruinée, elle aura connu un petit peu la vie, elle va mettre sa vie dans ses rôles et chaque fois, elle va jouer différemment. Et vous avez dit qu'elle avait enseigné aussi au conservatoire. Oui. Alors ça, enseigner, c'est tout à fait à la fin de sa vie, en 1907. Bon, elle a vécu des périodes, comme je vous ai dit, où elle n'avait pas du tout d'argent. Et le ministère de Aristide Briand lui donne un poste. Le conservatoire, comme la Comédie Française. La Comédie Française est un théâtre subventionné. Le conservatoire, le ministère, à l'époque, disait vous pouvez être professeur, il fallait être agréé. Il lui donne un poste de professeur et elle va écrire l'art du théâtre, où elle va dire finalement mes élèves doivent apprendre à se connaître eux-mêmes.
Je ne peux pas leur enseigner. Je peux leur enseigner à articuler, à marcher, à se tenir sur scène, mais je ne peux pas, tant qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes et n'ont pas vécu, je ne peux rien leur apprendre. C'est la grande philosophie de Sarah Bernhardt. Elle sera professeure 3 mois. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'elle a une descendance, Sarah Bernhardt? Est-ce que son fils a eu des enfants? Alors, son fils a eu 2 filles. Alors, son fils, quand même, je vais vous dire quelque chose. Ce fils était du prince Henri de Ligne. Et Sarah Bernhardt, donc, à 20 ans, a eu une aventure avec un aristocrate bruxellois, prince de Ligne, et quand elle lui a dit qu'elle était enceinte, il lui a dit « Mademoiselle, quand on s'assoit sur un fagot d'épines, on ne sait pas laquelle vous pique. » Très élégant. Et quand elle a beaucoup de succès, au moment de Théodora, donc elle a 45 ans, quelque chose, son fils en a 25, le prince de Ligne, qui avait fait sa vie, qui était marié, qui devient veuf, il vient en France pour voir Théodora, comme Freud et tout, il vient voir Sarah Bernhardt, et il vient surtout voir, il demande à voir ce fils qu'il aurait eu. Et ce fils, c'est son portrait craché. Quand on voit les deux, c'est son portrait. Et il dit, voilà, ben je suis prêt à lui reconnaître maintenant et à lui donner ma fortune. Et Maurice Bernard dit, toute ma vie, je me suis appelé Bernard. Ma mère a trimé, il prend le mot trimé pour m'élever. Le nom de Bernard vaut celui du prince de Ligne. Et il le raccompagne à la gare du Nord et à Bruxelles. Ce fils est mort 4 ou 5 ans après Sarah Bernhardt d'une maladie neurologique. Il a eu 2 filles. Il y en a une qui s'est mariée avec un industriel anglais. Donc il y a une descendance, mais bon. Et l'autre, Lisiane, va être très très proche de sa grand-mère. Elle a écrit un livre qui s'appelle Sarah Bernhardt, ma grand-mère. Elle l'accompagne d'ailleurs dans Mère française, dans celle-là, on voit qu'il y a il n'y a plus la photo. Mais enfin, quand elle l'accompagne sur les derniers temps, quand sa grand-mère n'a plus qu'une jambe, et elle l'accompagne dans sa dernière tournée américaine, elle épousera un dramaturge, et elle divorcera bientôt. Elle écrira des romans policiers. Voilà. Lisiane, elle n'a pas eu d'enfant, elle. Peut-être un dernier mot justement sur le film qu'on passe ce soir. Vous avez dit qu'il avait un statut particulier avec cette visée propagandiste, patriotique. Qu'est-ce qu'on peut déceler quand même du jeu de Sarah Bernhardt dans ce film-là pour les spectateurs qui auraient peut-être envie de le voir? Sur le Mère française ? Oui. Oui, alors Sarah Bernhardt, donc, vous allez voir dans ce film, il y a une phrase très très importante, c'est la phrase de Michelet qui dit « Au XXe siècle, la France fera la paix, imposera la paix au monde entier ». Bon, il n'était pas tout à fait prophète, mais et Sarah Bernhardt va... je vous ai dit qu'en 1870, elle a ouvert une ambulance à l'Odéon. Jusqu'en 1902, elle a refusé de jouer en Allemagne. Et elle n'a accès... Bon, elle avait vu la guerre de 1870, elle avait vu surtout que quand il y avait un drapeau en 1870 sur le théâtre de l'Odéon, les Allemands ont quand même bombardé le théâtre de l'Odéon et il y a eu sur le toit une bombe et un certain nombre de blessés qui sont morts, de blessés qu'elle avait dans cette ambulance qui sont morts. Donc elle n'a jamais pardonné. 1902, c'est le gouvernement français qui dit absolument, il faut absolument que vous alliez jouer à Berlin. Et elle a tenu à ce moment-là à emmener. Elle a dit, oui, je veux bien, mais je veux jouer l'Aiglon à Berlin, en plus des autres pièces. Parce que l'Aiglon, c'était Napoléon, c'était contre celui qui avait fait lutter toute sa vie contre les Allemands. Donc, c'était une... bon... Vous allez voir, je vous dis, il y a des gens, j'ai déjà vu des gens qui poussent des cris et qui disent « mais il ne faut pas le juger, il ne faut pas le juger avec ce film, avec notre esprit
aujourd'hui. Il faut voir le jeu de Sarah Bernhardt moderne. Le jeu, elle n'est plus du tout grandiloquente. Il faut penser aussi qu'elle n'a qu'une jambe. Donc on la voit beaucoup s'appuyer. Et miracle du cinéma, on voit des travelling, on la voit marcher dans les tranchées, ce qui est absolument étonnant. Et surtout, elle a tenu à montrer que les poilus et les jeunes gens qui mouraient pour une idée de la France qui allait imposer bientôt la paix au monde. Bon, en tout cas, c'est très rare de pouvoir voir ce film, donc on est content de le montrer ce soir. Et donc, si vous voulez voir Sarah Bernhardt en action, ce sera à 20h30. Est-ce qu'il y a encore une dernière question, peut-être ? Bon, on va finir plus tôt, mais c'était très dense et passionnant. Merci beaucoup.